Je viens de la République d'Argentine, d'Amérique du Sud, et depuis ma jeunesse, donc je soutiens toutes les personnes qui luttent pour quelque chose de juste. Et il me semble qu'aujourd'hui, lutter pour les droits de l'homme, faire respecter les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'essentiel, d'autant plus qu'il y a un blocage sur les informations, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis j'ai fait les liens avec l'Amérique latine. Les mêmes journalistes qui est allé au Venezuela et qui a eu une attitude très arrogante de dénigrement du président Chavez, puisqu'il est très dénigré en France. Et ce même journaliste a été pris hier à Antenne 2 pour faire les reportages sur Abidjan. Et on a vu que des soldats pro-Ouattara qui manifestement étaient bien briefés parce qu'ils étaient tous très sympathiques en disant que les opposants c'était aussi des Ivoiriens, qu'ils étaient très sympathiques et qu'il n'y avait pas de problème et qu'ils n'allaient pas leur faire du mal. Mais on sait par différents moyens, que ce soit des SMS ou des vidéos sur Dailymotion ou autres, que je vous invite à regarder, que malheureusement il y a des représailles très graves et que Amnesty International vient de sortir un communiqué pour alerter et demander la fin de ces représailles qui sont extrêmement graves contre la population civile qui s'éterre, qui a peur et qui est malmenée. Donc si je suis là, c'est tout simplement en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'Argentin, je suis internationaliste. Je suis de la génération Che Guevara et notre ancêtre, notre référent, quand même, on voudrait être un petit peu comme lui. Il disait que tout être humain véritable doit sentir comme une offense personnelle la claque donnée sur la joue par l'injustice sur n'importe quel jour d'être humain. Et donc c'est une offense personnelle. Quand on offense une personne, on nous offense nous tous. Donc je suis particulièrement content, malgré toutes ces catastrophes, qu'à Grenoble, il y a eu un noyau de personnes qui est venu témoigner pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette insupportable violation des droits de l'homme et on demande aux autorités d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils ont pris les devants pour résoudre de manière violente un conflit qui devait être résolu par la négociation et ça ce n'est pas la bonne méthode, ça ne résout rien et ça n'aggrave que les tensions qui vont pas manquer de se manifester dans l'avenir. Et c'est la même chose dans les autres pays, la Libye ou l'Afghanistan, on peut bien dire que les remèdes est pire que la maladie. Par votre nom? Jaime Alberto Pérez, argentin de Grenoble. Merci. Voilà. Tu vas te présenter. Moi, c'est Vaber Doulouré. Je suis ivoirien, je vis en France. Je suis là pour soutenir la cause ivoirienne parce qu'elle est très mal connue ici. Il y a eu une grande désinformation, un tourbillon de désinformation, j'allais dire, un lynchage médiatique de Gbagbo, le président Gbagbo, et qui doit souffrir en ce moment, qui doit être, je pense, torturé parce qu'ils l'ont conduit à Korogo. Donc il doit être torturé. C'est le même schéma que le schéma de Patrice Lumumba. Il a été capturé par les forces étrangères et remis à ses pires ennemis. On imagine le traitement qu'ils vont lui faire subir. Ça n'aura rien à voir avec les droits de l'homme. Et il n'a même pas de contact. C'est humiliant pour lui, quelqu'un qui a été président, même si on l'a destitué, on doit le traiter avec le rang dû, avec l'attention due à son rang d'ancien président et avoir les traitements d'ancien président. Maintenant, on a installé Ouattara. Mais Ouattara, pour gouverner, il est obligé d'éliminer, d'asseoir un pouvoir par la terreur. Et il est obligé de régner avec la police ou l'armée étrangère qui le soutient. Parce que je pense que le combat de Gbagbo, la révolution de Gbagbo, ça a été une révolution qui a été portée par les Ivoiriens. Parce qu'il a eu une pédagogie pour expliquer son combat au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a épousé. Quand on prend la cartographie, par exemple, des élections au premier tour, on voit que Gbagbo dépasse largement le cadre de sa région et il s'étend jusqu'à Bouna, Bondoukou, jusqu'à l'ouest. Et donc on voit que Gbagbo, c'est le
candidat qui transcende les ethnies. C'est le candidat de la jeunesse qui a pu rassembler la jeunesse au-delà des ethnies à partir d'un idéal de vie, d'un idéal de régime politique. C'est vrai, ce régime, nous sommes dans un monde où des gens comme lui, des marxistes, des gens qui ont des idées révolutionnaires, qui veulent remettre en cause l'ordre établi, sont mal vus. Et donc, il était tout seul face aux puissances étrangères, aux puissances financières, et il a été lynché médiatiquement. Il a connu une fin. On a vu que l'armée même de Ouattara n'arrivait pas à bouter le régime de Gbagbo dehors. Depuis 2002 jusqu'à dernièrement, où ils sont rentrés à Abidjan, avec l'aide de l'ONUCI, avec l'aide de la Licorne, mais ils n'arrivaient pas parce qu'il y a une mobilisation au niveau de l'armée, au niveau de la population, et Gbagbo a gagné les deux élections, enfin les deux tours de l'élection dans les casernes, donc l'armée était avec lui. Mais malheureusement, l'armée française est venue par traîtrise bombarder, casser les armes lourdes du régime de Gbagbo, en même temps qu'elle laissait les armes lourdes aux mains des rebelles. Donc c'était un combat inégal et que malheureusement c'est l'armée française qui, par la résidence de l'ambassadeur de France, qui est mitoyenne à la résidence du président, a pu creuser un tunnel pour aller débusquer au Gbagbo et le remettre à ses choses. Donc c'est malheureux, moi je suis triste. Avec la distance, ça fait 10 ans, 12 ans pratiquement que je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire, mais j'imagine les coups de fil qui me reviennent, le peuple est meurtri. Oui. Alors, disons qu'en Amérique du Sud, nous avons une longue histoire d'interventionnisme de la part des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, chez nous, ils n'ont pas, je dirais, cessé d'intervenir. Par exemple, à Panama, où ils ont construit les canaux qu'ils continuent à contrôler. Et ils ont envahi les Panama 13 fois. Ils ont envahi Cuba plusieurs fois. Ils ont tenté la dernière en 61, mais ils n'ont pas réussi, puisqu'il y avait déjà Fidel Castro qui les a repoussés. Mais ils ont continué à hostiller, à faire des boycotts, des embargos. Et ils ont aussi intervenu contre les Nicaragua, ils sont intervenus contre Saint-Domingue, en Argentine et en Chili en sous-main, avec les coups d'État militaires. Donc pour nous, ce type d'interventionnisme, d'ingérence, on peut considérer qu'elle est constante et qu'il faut que ça cesse. Et heureusement, on a des bonnes nouvelles d'Amérique du Sud. On a maintenant des nouveaux gouvernements, comme celui de Chavez au Venezuela, celui de Morales en Bolivie, celui de Correa en Équateur. Il y a un nouveau groupe de pays, l'alternative bolivarienne, ALBA, qui eux, ils s'unissent. Donc, de la même façon que vous avez eu des panafricanistes qui ont été assassinés, justement, pour empêcher l'Afrique de s'unir et de défendre ses intérêts. Et je crois que, heureusement, il y a au moins un continent, l'Amérique du Sud, qui est en train d'ouvrir une brèche et de montrer qu'on peut se libérer de cette occupation, que ce soit culturelle, que ce soit militaire, économique. Et comme vous le savez très bien, toutes ces guerres-là, au-delà de toutes les idéologies, c'est essentiellement les contrôles des ressources. Si on n'allait pas envahir un pays où il n'y a pas de ressources. Et dans tous les pays, il y a des ressources, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Vous avez donc votre première production mondiale de cacao, vous avez du café, vous avez de l'uranium, vous avez du pétrole. C'est un sort de scandale de la nature, comme on disent les colonialistes. Et ils ont, comme les Congo d'ailleurs, et vous voyez que plus il y a des ressources, plus il y a des guerres, plus on arme des milices les uns contre les autres, plus on crée la division, et que ce soit sur les questions religieuses, ethniques. Et voilà, c'est diviser pour mieux régner, c'est vraiment les classiques du colonialisme. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à dépasser cela et qu'on soit suffisamment instruit, suffisamment conscient, organisé, et pour qu'on ne permette pas entre les ethnies, entre les religions, de créer de telles divisions qui permettent aux étrangers, surtout aux multinationales, d'occuper la place et de bénéficier de ces richesses. Et vous savez que, comme par hasard, et c'est pas un hasard pour moi, c'est pas un paradoxe,
les pays les plus pauvres du monde sont les plus riches. Les Gabon, par exemple, les Congo, par exemple, aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui a été mise certainement à la misère pour plusieurs années. Et donc, ça veut dire que ces ressources ne servaient pas au service public, au budget de l'État. La corruption aidant, les passe-droits aidant, la France-Afrique, elle est bien vivante, mais j'espère que ça sera peut-être sa dernière comment dire, capacité de nuisance. Hein, mais voilà, le prix est énorme. Le prix est énorme, mais c'est certainement la fin d'une période et certainement, même si Gbagbo a pu commettre beaucoup d'erreurs, et je suis en train de les découvrir. Et il a fait des études à la même université que moi, à Jussieu, à Paris. Il a un doctorat d'histoire. Il a travaillé sur la possession de la terre pendant la période de Fedouani. C'est le principal opposant, c'est lui qui a le plus pris des risques et pris des coups pour s'opposer à ces systèmes de domination. Et donc, il a réussi pendant une dizaine d'années à créer une alternative, mais malheureusement pas suffisamment organisée, pas suffisamment unitaire, hein, parce qu'on a utilisé la division pour les faire tomber. Et ça, malheureusement, c'est une leçon aussi à prendre. Quand on veut un changement, il faut construire la capacité pour tous les gens qui souffrent des mêmes problèmes, les paysans, les intellectuels, les fonctionnaires, tous les gens qui sont dans un pays, de permettre donc d'avoir une vision commune de leur avenir. Et puisque si on l'a pas, c'est les autres qui l'imposent, et c'est là l'occupation qui commence déjà par la tête, c'est-à-dire par la culture. Et si on n'a pas déjà sa propre culture, une fierté, une auto-estime de sa culture, c'est là où, comme dit notre chère Aminata Traoré, les viols de l'imaginaire, c'est-à-dire le fait d'enlever aux Africains leur droit à la culture, leur droit à l'authenticité, c'est ça qui les maintient dans un état de dépendance. D'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de paraître par une Zambienne il y a quelques mois, qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis. C'est une ancienne du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et le livre s'appelle tout simplement L'aide fatale. Et l'aide fatale, tout est dit dans le livre. Et cette fameuse aide, supposée aide qu'on donne aux pays africains, en réalité, c'est ça qui les maintient. C'est ça. C'est là que, avec cette aide, on maintient en perfusion et on empêche le pays de grandir, de se développer, de défendre ses intérêts. Donc, il faut arrêter l'aide, comme disait d'ailleurs Thomas Sankara. On lui avait demandé à Thomas Sankara, à Lomé, quand il est venu à la réunion de la France-Afrique, ou de la francophonie, comme vous voudrez l'appeler. Et les gens disaient, mais monsieur, tous les journalistes venaient se rouer vers lui, en disant, mais comment on va faire si la France nous lâche, si on coupe les liens avec la France, est-ce qu'on pourra survivre, est-ce qu'on pourra exister, est-ce que l'Afrique a une chance, si jamais on quitte le giron de la France, le franc CFA par exemple, et la dépendance de la France. Et alors il a dit, écoutez, votre histoire, ça me rappelle ce qui s'est passé dans mon village. On raconte que la première fois qu'une femme a accouché, les vieux du village se sont réunis et il y a la moitié qui disait il ne faut pas couper le cordon ombilical, sinon l'enfant il ne va pas vivre, il va mourir, donc c'est très grave, il ne faut pas les couper. Alors une autre partie a dit tout simplement moi je prends une hache et je les coupe. Bon, sinon, je crois qu'il y a beaucoup d'histoires à récupérer. Hein, et je crois que quand on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas construire son avenir. Les figures méconnues, les mouvements méconnus, que ce soit Lumumba, que ce soit Sylvanos Olympus, que ce soit Nkrumah, Amilcar Cabral, et tellement de toute l'UPC, donc l'Union des populations de Cameroun, les Malgaches. Il y a tellement eu des gens qui se sont battus pour une autre Afrique qu'il ne faudrait pas les oublier. Et c'est en connaissant leur histoire que vous allez pouvoir, je crois qu'en étant capable de s'inspirer de ceux qui avaient des projets
sociaux, des projets, je dirais, d'égalité, de fraternité, de liberté. C'est ce qui nous a appris la Révolution française. On est à Grenoble, on est dans les berceaux de la Révolution française. Il faut continuer la Révolution française, il faut la continuer partout, c'est-à-dire construire des sociétés nouvelles, des sociétés où la domination étrangère, la domination d'élite, et la France-Afrique, dans le cas de l'Afrique, soit passée à l'histoire et qu'on puisse vraiment